En fait, là où c'est dramatique, c'est que derrière, ce sont tous ceux qui ont le pouvoir qui décident de ce qu'on mange et de comment on produit ce qu'on mange. Et ça a un impact qui est délétère, qui est mortifère sur notre santé, sur l'environnement. En fait, notre alimentation, maintenant, elle est aux mains d'une mafia. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre endroit où on essaye de vous éveiller face à un monde qui est en train littéralement de basculer, de changer. Alors on n'a pas la prétention d'y arriver, mais on a la prétention d'essayer de vous donner les clés pour le faire. Et aujourd'hui on va parler d'agriculture, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, commenter, ça va être très important tout au long de cette vidéo, parce qu'elle vient de loin. D'ailleurs, tu viens d'où en fait? Moi je suis toulousaine à la base, ouais. Et là j'arrive de Marseille. Elle s'appelle Laure Ducos, et avec elle on va parler d'un truc très précis. Parfois vous savez, on a des choses dans notre assiette et on sait pas trop d'où ça vient, on sait pas trop comment ça s'est transformé, et tu as fait un livre qui s'appelle Les frites viennent des patates. Ça c'est quand même très fort, on va commencer par cette phrase là. Mais d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle a été ta vie, qu'est-ce que tu as fait de beau? Raconte-nous un peu. Qu'est-ce que j'ai fait de beau, moins beau, mais j'ai grandi à Toulouse, donc plutôt urbaine. Après je passais mes vacances dans mon Gers, dans la campagne, je courais dans les champs de blé plein de pesticides, donc toujours quand même avec un lien avec la campagne. Et puis j'ai fait des études d'ingénieur. Je me suis trompée d'études, j'ai bifurqué pour finalement atterrir dans des études d'ingénieur forestière, spécialisée en tropical. Parce que moi, ce qui me passionnait, c'était de protéger ce qui n'était pas encore détruit. En fait, j'en avais marre de voir tout se faire détruire, et j'étais alarmée par la dégradation des forêts au Brésil, au Congo, en Indonésie, partout. En Europe aussi. On n'a pas de perte de forêt en volume, mais par contre, on a une perte dans la qualité des forêts, notamment en France. Donc j'avais envie vraiment de travailler là-dessus. Et donc, je suis devenue ingénieure forestière spécialisée en tropical, sauf que j'ai croisé la route de Claire Nouvian, la fondatrice de Blo. Claire, attention. Qui est venue discuter avec toi. Et en fait, ça m'a changé ma vie, parce qu'elle m'a vraiment, elle m'a retourné le cerveau, en fait. Elle m'a retourné le cerveau sur les enjeux de l'océan, que je connaissais pas du tout. Et puis, c'était la première fois que j'étais face à une femme qui se battait avec deux autres femmes, au niveau européen, contre les lobbies français. Et en fait, c'est ça qui m'a interpellée, c'est que dans les forêts, dans ma formation tropicale, je me retrouvais en tant que Française, blanche, en Indonésie, au Brésil, des pays où j'ai vécu. Et en fait, j'étais mal à l'aise. Et par contre, quand j'ai vu que la France faisait n'importe quoi à l'étranger, en termes de pêche industrielle ou en termes d'agriculture, d'alimentation, eh bien, je me suis dit qu'on avait sérieusement besoin de balayer devant notre porte avant d'aller faire quoi que ce soit à l'étranger. On va parler de tout ça parce que forcément l'alimentation, ce qui se retrouve dans notre assiette, a tellement de tenants et d'aboutissants, des choses, honnêtement, juste en voyant les chapitres et les points de ton livre, je me suis dit, ah ouais, non mais c'est vrai que ça, on n'y pense pas forcément tous les jours, déjà de l'écosystème qu'on a dans notre assiette, parce que quand on prend le temps de s'arrêter 2 secondes et qu'on regarde, on se dit, ouais, mais ça vient d'un écosystème qui se trouve à tel endroit, ça vient de tel endroit, quand t'as des crevettes, des gambas, des oursins, tout ce que tu veux, des homards, tu te rends compte à quel point ça dépend d'un système industriel mondial, et que ça dépend, mais vraiment de la vie locale, de qu'est-ce qui se passe, et que ça se retrouve comme ça dans l'assiette, et on en perd littéralement la connexion, on en perd le lien. Comme avant, on faisait cette prière pour remercier d'avoir ces plats aujourd'hui, tellement c'est rare. Aujourd'hui, c'est tellement devenu normal que c'est passe-moi le sel, passe-moi la mayo, et la prière, on l'oublie parce que de toute façon, t'as faim, tu vas te chercher un paquet de frites. Moi, je veux d'abord démarrer avec le titre de ton livre. Les frites viennent des patates. Ça t'est venu d'où, ça? Justement, en fait, ça vient exactement de ce dont tu viens de parler, de la distanciation qu'on a, nous, mangeurs ou mangeuses, avec nos aliments et avec celles et ceux qui l'ont produit de cette alimentation. Pourquoi? En fait, en 2013, en région PACA, donc dans le sud-est de la France, il y a eu des médecins qui se sont retrouvés avec de plus en plus d'enfants avec des troubles alimentaires. Des troubles alimentaires, des problèmes de surpoids. Ils se sont demandé d'où ça venait et ils se sont interrogés sur le rapport de ces enfants à l'alimentation. Et donc, ils ont mis en place avec la région un questionnaire anonyme auprès de 900 enfants de 8 à 12 ans. Donc 8 à 12 ans, c'est quand même grand. Et ils leur ont posé plein de questions sur l'alimentation. Ils leur ont montré des betteraves, par exemple, ou des concombres, et ils leur ont demandé s'ils les reconnaissaient. Et notamment, ils leur ont posé comme question, d'où viennent les frites? Eh bien, il y avait un quart des enfants qui ne savaient pas que les frites venaient des pommes de terre. Un quart. Et donc, là, j'étais choquée parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, que les enfants ne sachent pas reconnaître une betterave. À la limite, je pense que plein d'adultes ne savent même pas reconnaître une betterave. Mais les frites, c'est quand même le plat préféré des enfants. Donc voilà, ça m'a interloquée et je me suis dit, ça c'est vraiment illustratif, représentatif du fait que, en fait, on ne sait plus ce qu'on a dans l'assiette, en fait. On connaît la transformation, on connaît pas le produit de base. Je vais pas te cacher que moi, je t'en parlais hors vidéo, que j'étais dans un système de vie très effréné à une époque de ma vie où c'était plat préparé, plat préparé, plat préparé. Et je me rappellerai toujours ma chérie qui me dit, ouais, va me chercher les aubergines. Et j'arrive devant le rayon où il y a les fruits et légumes et je bug.
Je me dis, c'est quoi encore l'aubergine? Vraiment, j'ai eu ce moment, quoi. Et je lui ai ramené un concombre. Elle m'a dit, mais est-ce que tu te fous de moi? Je fais, attends, excuse-moi, tellement, en fait, alors que j'étais soumis à ça, mais qu'il y a eu, à un moment donné, une phase de déconnexion parce que j'en ai plus besoin dans mon quotidien. Et qu'à partir du moment où il y a une information dont tu n'as plus besoin pour vivre dans ton quotidien, ton cerveau, elle la met dans un coin parce que c'est plus nécessaire. Là, aujourd'hui, c'est revenu en masse, hein, ça, crois-moi, surtout avec les fruits et légumes de saison. Je voudrais que tu me fasses un petit peu une synthèse. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous tournons cette vidéo-là en 2024. Quel a été ton champ de recherche pour avoir fait ce livre? Et aujourd'hui, si tu devais donner en fait une sorte de, tu sais, de tableau à quelqu'un qui doit observer ton œuvre d'art, là, je vais te donner un pinceau de me peindre à quoi ressemble le monde de l'alimentation aujourd'hui. Oui, et juste pour expliquer d'où est-ce que je parle. Après avoir rencontré Claire Nouvian, j'ai travaillé 10 ans pour des ONG environnementales. Donc j'ai travaillé pour Bloom sur la pêche industrielle et pour Greenpeace France sur les enjeux d'alimentation et notamment d'industrialisation de l'alimentation. Et en fait, là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à un modèle alimentaire et agricole qui est hyper industrialisé. Alors, ça peut être moins pire que dans d'autres pays. C'est sûr qu'en France, en France ou en Belgique, en Europe en général, on a quand même une meilleure alimentation qu'aux États-Unis, par exemple, où le taux d'obésité a dépassé les 40% d'adultes, ce qui est quand même énorme. 4 adultes sur 10 est obèse, quoi. Voilà, plus de 4 adultes sur 10. Et c'est pire pour les femmes que pour les hommes. Donc on en est arrivé à des taux, à des problèmes de santé dramatiques aux États-Unis, mais au Royaume-Uni, c'est plus d'un quart des adultes qui sont obèses maintenant. Et en France et dans le reste de l'Europe, on a aussi des graves problèmes d'obésité. Et c'est un problème qui touche tout le monde maintenant. Ce n'est plus seulement les pays industrialisés, ce sont aussi les pays émergents, les pays en développement ou les pays les plus pauvres, on les appelle comme on veut. Mais donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec ça, avec tout d'abord une déconnexion entre les mangeurs et les mangeuses et leur alimentation. On se retrouve avec une alimentation hyper industrialisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé ces 40 dernières années, c'est que les entreprises, les multinationales et autres entreprises ont mis en place des procédés de transformation de la nourriture qui leur permettent de produire beaucoup, d'exporter beaucoup et de produire toujours moins cher. C'est-à-dire et pour ça, c'est simple, hein, pour donner envie de manger aux gens, pour que ça plaise à nos papilles, qui sont des papilles en fait établis pendant la préhistoire, il y a très longtemps, qui ont encore des réflexes préhistoriques. On donne à nos papilles du sucre, du gras et du sel. C'est ce que nos papilles préfèrent. Et donc les industriels l'ont bien compris, et donc ils fabriquent des aliments qui sont ce qu'on appelle ultra transformés. Donc on a une alimentation ultra transformée dans beaucoup de pays et qui constitue une bonne partie de notre alimentation aujourd'hui dans les pays industrialisés. Et puis à côté de ça, on a une agriculture qui s'est profondément industrialisée. Et là, ce qui, moi, je trouve extrêmement choquant, en fait, alarmant, et donc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en fait, on est en train, le nombre de fermes, le nombre d'exploitations agricoles en Europe est en train de chuter. Et là, si ça continue comme ça, d'ici 2040, on aura perdu 30-40% de nos fermes en Europe. 30-40% de plus, alors qu'on a déjà, le nombre de fermes a déjà chuté vertigineusement. Bonjour petit chat. Et donc aujourd'hui, c'est gravissime parce que ce qui se passe dans le modèle agricole et alimentaire, c'est que finalement, on a délégué notre alimentation à l'agro-industrie. On l'a délégué, on s'en occupe plus. On fait moins à manger. On fait moins à manger notamment parce que les femmes sont sorties des foyers, elles travaillent, et tant mieux, ça c'est le droit des femmes qui a évolué. Par contre, les hommes ne les ont pas remplacés dans les cuisines. Et donc, plus personne ne cuisine aujourd'hui, en tout cas plus grand monde. Et donc, le fait qu'on ne cuisine plus, qu'on fasse appel à plus de produits transformés, qu'il y ait de moins en moins d'agriculteurs, ça fait qu'en fait, cette alimentation déléguée, elle a été reprise par l'agro-industrie et qui s'en frotte les mains. Puisque l'agro-industrie, en fait, elle se fait des profits, elle se fait des méga profits sur notre dos, sur notre santé et sur la planète, en fait, sur l'écologie. Et donc ça, c'est dramatique parce que ça entraîne des graves problèmes de santé. J'ai parlé d'obésité qui entraîne des problèmes de diabète, des troubles respiratoires et plein d'autres problèmes. Mais il y a aussi dans notre alimentation beaucoup de perturbateurs endocriniens. Donc des molécules qui vont dérégler notre système hormonal et qui font que on a l'obésité, c'est entre autres dû à des perturbateurs endocriniens, mais ça peut créer plein de troubles divers et variés. Et cette malbouffe, et notamment le fait qu'on consomme pas assez de fruits et légumes, pas assez de fibres, trop de viande et trop de produits transformés, génère notamment des cancers. Et donc en fait, on a un problème de santé publique généralisé et sur lesquels l'agro-industrie se fait beaucoup d'argent en fait, tout simplement. C'est dingue. Et est-ce que tu es d'accord avec cette idée qu'au fait aujourd'hui le système pharmaceutique est un peu le pansement sur quelque chose qui nous met très très mal et qu'en fait cette profusion d'explosions médicamenteuses dont on a besoin parce qu'on a plein de problèmes. Moi par exemple, je suis soumis à d'énormes allergies.
Et c'est en train d'exploser, hein, d'année en année. Dès que je suis allergique à un nouveau truc, alors les allergies qui partent, mais globalement, ça monte. Et c'est un médecin qui me disait, malheureusement, ça peut être dû aussi à des perturbateurs endocriniens et votre corps attaque des trucs qu'il n'est pas supposé attaquer parce que il est complètement déboussolé par rapport à tout ce qui a pu être ingéré. Donc moi, il me dit ça. Aujourd'hui, je suis quoi j'ai besoin de mon puff parce que je peux faire des crises d'asthme. Je suis sous antihistaminique. Je dois mettre des trucs dans mes narines pour éviter que ça dégouline dans mes bronches. Et donc, c'est-à-dire que j'ai besoin du système pharmaceutique dont la demande est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de gens allergiques. Il paraît que au niveau chiffres, les allergies vont exploser littéralement. Et donc, forcément, on parle que les allergies sont en train d'exploser et que pour répondre à cette demande, l'industrie pharmaceutique carbure. Maladies cardiovasculaires, tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut diminuer la charge sur l'industrie pharmaceutique, en fait, on doit simplement mieux manger. En fait, c'est exactement ça. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand je t'entends. La première, c'est qu'alimentation, c'est vraiment la santé. Alors, l'effort physique aussi, on a vraiment besoin de faire du sport, mais en fait, si on mangeait bien, déjà, il y a beaucoup de problèmes de santé qu'on n'aurait pas. Et notamment parce que l'agriculture serait aussi différente, et donc on n'aurait pas tous les problèmes liés aux pesticides ou aux engrais qui entraînent de la pollution de l'air, de la pollution d'eau, etc. Le deuxième problème, c'est la question économique. En fait, ce dont on se rend pas compte, c'est qu'on paye notre alimentation plusieurs fois. On va acheter notre poisson ou nos céréales au supermarché ou dans une épicerie. On le paye une première fois. Mais ensuite, on paye des impôts parce que les impôts vont servir à dépolluer l'eau, les sols qui ont été abîmés par l'agriculture productiviste. Et ensuite, on va tomber malade parce qu'on mange pas bien. Et donc, on va repayer des médicaments. Excuse-moi, je t'attends, mais j'ai l'impression qu'on a une relation, c'est comme une relation toxique, quoi. T'es en couple avec un gars, il est scrade, il est sale, il est méchant avec toi, il t'humilie, après derrière il te passe oh ma chérie, t'inquiète pas, allez viens, je vais te amener boire un petit verre, je t'offre un petit cadeau, et puis de l'autre côté il fait, c'est horrible cette relation qu'on a avec l'industrie. Mais ça, en fait c'est du perdant-perdant. Et le fait qu'on soit autant distant de notre alimentation et qu'on cuisine plus, en fait ça fait qu'on a délégué notre alimentation à certains politiques et à certains représentants de l'agro-industrie qui ne nous veulent pas du bien. Et en fait, il y a quelque chose, moi, que je trouve extrêmement choquant dans leur manipulation, c'est qu'eux, ils insistent sur la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que, par exemple, en France, Coca-Cola, et je suis sûre qu'ils le font ailleurs aussi, Coca-Cola, ils financent des campagnes de sensibilisation pour dire aux gens, faites du sport. Si vous êtes gros, c'est parce que vous faites pas assez de sport. Donc en fait, ils jouent toujours sur la responsabilité individuelle. Ils diminuent pas le sucre de leur boisson alors qu'ils pourraient très bien le faire et que ils diminuent pas le sucre de leur boisson, ils améliorent pas la qualité des aliments en général. Ils augmentent leur production. Et puis surtout, quand on viendra peut-être plus aux solutions après, mais moi, il y a quelque chose que je trouve choquant, c'est qu'on n'a toujours pas régulé la publicité. En fait, aujourd'hui, la publicité, le marketing, et notamment à destination des enfants, est extrêmement agressif. Et en général, la publicité, le plus souvent, elle est pas faite pour les aliments de qualité. Elle est pas faite pour des fruits et légumes de saison, bio. Elle est faite surtout pour des aliments ultra transformés et qui posent en fait problème pour la santé. Donc, quand tu dis que, bon, limite, on peut dire que les gens qui sont à la tête de ça sont des criminels, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils sont au courant des méfaits de leur industrie. Bien sûr. Et donc, ils mentent délibérément. Bien sûr. Ils sont psychopathes, en fait. En fait, alors je vais pas utiliser des termes médicaux pour classifier cette Parce que personne. te vendre de la merde pour te tuer qui te tue, et te regarder dans les yeux en mode, mais va faire plus de sport. Ouais. Pour moi, c'est un délire sociopathe, mais continue. Moi, c'est la base du capitalisme. En fait, c'est la base du capitalisme et du libéralisme. En fait, ce sont des modèles économiques et politiques qu'on a choisis et qui ont été consciemment perpétués en sachant très bien ce que ça allait donner. Et notamment, des exemples frappants, c'est le lobby du sucre. L'industrie du sucre, alors, il y a quelques années déjà, quand elle s'est rendue compte que la société civile et les scientifiques commençaient à alerter sur les dangers d'une surconsommation de sucre, c'est pas grave si on prend pas un peu de sucre, si on mange un peu de sucre, mais quand on en surconsomme, c'est problématique. Eh bien, quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont commencé à payer des scientifiques et à faire en sorte qu'il y ait des études qui sortent sur les dangers du gras pour détourner l'attention. Ouais. Et ça, en fait, c'est le cas partout. Sur les entreprises pétrolières, c'est la même chose. Les entreprises du tabac, c'est la même chose. En fait, ce qu'on appelle la fabrique du doute. La fabrique du doute, c'est-à-dire quand on commence à être sûr des problèmes, d'un problème de santé publique ou d'écologie, on va tout faire pour détourner l'attention grâce à du lobbying, grâce au fait qu'on va payer de nouvelles études scientifiques et à grands coups de marketing et de publicité, par exemple. Le ghostwriting, c'est une pratique éditoriale qui consiste pour une entreprise à écrire une étude ou un article qui est voué à être publié dans la littérature scientifique et à le faire signer, à le faire endosser par des chercheurs présentés comme indépendants que l'on paye pour qu'ils endossent ce texte. Ces gros industriels-là, bon, ils sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Comment se fait-il aujourd'hui
qu'ils puissent continuer à agir en toute impunité, c'est quoi en fait? C'est-à-dire que les rouages du système les protègent, les politiques qui sont en place en France, en Belgique, un peu partout, sont des politiques qui répondent à leurs demandes. Qu'est-ce qui s'est passé au point qu'on soit autant aliéné par une petite poignée de personnes comme ça? Bon, la responsabilité, elle est partagée. Mais en fait, moi, je vais pas refaire toute l'histoire du capitalisme et du libéralisme. Mais en gros, on est quand même arrivé à un moment où les personnes qui ont le pouvoir, par définition, sont celles qui créent les lois, qui créent les nouvelles lois, qui les font évoluer ou qui empêchent de les faire évoluer. Donc, les personnes qui sont au pouvoir font tout pour se maintenir au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est quand même que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que plus les entreprises, plus les personnalités ont de l'argent, plus elles font ce qu'elles veulent. On a plein d'exemples comme Elon Musk et autres personnalités. Donc l'agro-industrie, en fait, elle est extrêmement puissante et elle pèse sur les pouvoirs publics. Donc ça, c'est une certitude. On a besoin de mieux réguler le lobbying, la transparence et stopper ces multinationales de l'agro-industrie. Mais en fait, il faut des politiques courageuses. Et aujourd'hui, il y a tellement de monde en Europe et ailleurs qui sont tellement déçus du système politique actuel et de la démocratie actuelle qu'ils arrêtent de voter, en fait. Soit qu'ils arrêtent de voter, soit ils sont tellement en colère qu'ils se font récupérer par l'extrême droite. Et on sait que les chiffres sont alarmants sur la montée de l'extrême droite au niveau européen. Et sauf qu'en fait, quand on vote pour des responsables politiques de l'extrême droite ou de la droite ou du centre-droit qui en fait vont soutenir l'agro-industrie, c'est très problématique et il y a donc une responsabilité de ces politiques, mais de nous qui élisons ces politiques. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui en ont marre, plein de gens qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol de ce système, qui disent ça sert à rien, je vais arrêter de voter. Sauf que les gens d'extrême droite et de droite, ils vont voter, et les gens de la gauche et d'écologie, ils votent moins. Or aujourd'hui, moi je vais pas dire aux gens qui votaient pour quel parti, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Par contre, il y a une réalité, et clairement sur les sujets de santé publique, d'écologie, d'alimentation et d'agriculture, c'est la gauche et les écologistes qui votent le mieux. Et malheureusement pas la droite. Pour toi, parce que ça veut dire qu'il y a quand même un discours politique où on vante les mérites de l'agro-industrie en disant, mais regardez, ça permet de donner à manger à tout le monde, ça permet de nourrir. C'est quoi en fait? C'est la bataille de deux schémas de croyance. Celui qui dit, bon attention, on prend les données scientifiques, cette formule ne tiendra pas, et l'autre camp qui lui est plus à dire, mais regardez ce que ça nous a permis de faire, de réduire la faim dans le monde, nous de vivre mieux, blablabla, etc. Et donc en fait, c'est pour toi, ces deux schémas de croyance qui s'affrontent là. Comment se fait-il qu'il y en ait un qui pour l'instant soit toujours plus audible que les autres? On parle beaucoup plus de conventionnel, le système est beaucoup plus conventionnel, et on ne transitionne pas, il n'y a pas de transition qui s'opère pour l'instant. Aujourd'hui, oui, on a des systèmes de croyances qui s'affrontent, mais pour moi, c'est pas simplement des systèmes de croyances, parce que les tenants de l'agro-industrie, ils savent que leurs produits, ils font des dégâts sur la santé. Ils le savent que ça détruise la planète. Donc ce n'est pas simplement qu'ils sont persuadés que leur modèle va nourrir le monde. Aujourd'hui, les chiffres le montrent. Et par exemple, je prends un cas très concret. Suite à la guerre en Ukraine, au tout début de la guerre en Ukraine, je suis désolée, je prends un cas français, mais ça va expliquer le développement de l'idéologie de l'agro-industrie. La Russie envahit l'Ukraine. Dans les 48 heures qui suivent, les marchés du blé explosent. Parce qu'il y a du trading, donc du commerce qui est fait sur les matières premières, sur le blé. Et donc, les pays, notamment des pays au Moyen-Orient et en Afrique, qui eux sont dépendants d'importation de blé, se retrouvent avec des prix des céréales extrêmement élevés à cause du trading qui a été fait, donc de la spéculation sur les marchés du blé, et donc ils se retrouvent en difficulté pour acheter ces matières premières. Eh bien, les lobbies de l'agro-industrie français, et notamment la FNSEA, qui est le syndicat agricole majoritaire, qui vraiment pousse pour une agriculture productiviste, en l'espace de 48 heures, ils ont dit attention, on manque de blé, danger de pénurie, ces pauvres pays vont mourir de faim si on ne leur envoie pas du blé, donc il faut produire plus, produire plus, produire plus. Mais en réalité, il n'y avait aucun problème à ce moment-là de volume de blé. Il y avait des réserves dans plein de pays, on n'avait pas de risque de pénurie. Par contre, il y avait un problème de spéculation sur ces matières premières qui ont fait élever leurs prix et qui ont fait que certains pays ne pouvaient plus accéder à ces matières premières. Donc la question de la faim dans le monde, la question de l'accessibilité à des matières premières, elle n'est pas due à une question de quantité, elle est due à une question de politique des prix et de libre-échange extrêmement agressif. Et c'est pour ça qu'en fait, dans mon livre, je l'explique bien, aujourd'hui, on a un système agroalimentaire qui est profondément capitaliste, mais aussi colonial. Parce que pourquoi certains pays sont dans la dépendance d'importation? Il y en a, c'est parce qu'il y a une forte augmentation de la démographie, et parce que d'un point de vue climatique, c'est compliqué. Mais il y en a, c'est aussi parce qu'ils ont eu, à cause de la colonisation, il y a eu une transformation de leurs habitudes alimentaires qui ont fait qu'ils sont passés de céréales ou de légumineuses locales adaptées au climat local au blé, qui est pas du tout adapté à ces climats-là. Donc en fait, la colonisation, d'un point de vue historique, a un impact sur ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, on le raconte jamais.
Par contre, on est toujours en train de dire, oui, l'Europe, la France va nourrir le monde. Mais ça, c'est sans compter une information que peu de gens savent aussi, c'est qu'en Europe, on pense toujours que l'Europe nourrit le monde. Alors c'est vrai qu'on exporte notamment beaucoup de céréales, notamment la France est une grande exportatrice de céréales. Mais en réalité, on importe plus de protéines et de calories que ce qu'on exporte. Pourquoi ? Pour l'alimentation animale. Parce qu'en fait, on a une telle production en Europe et on a une telle consommation de viande en Europe qu'on a besoin de beaucoup d'alimentation animale. Et comme on veut être toujours très productif et produire pour toujours moins cher, on préfère aller acheter du soja qui a engendré de la déforestation en Amérique latine et qui est du soja OGM et qui coûte moins cher que des céréales européennes. On préfère utiliser ça pour nourrir nos animaux. Et donc, ça fait qu'à la fin, on se retrouve avec des produits qui ont déforesté, qui font qu'on n'est pas du tout souverain. La souveraineté alimentaire, c'est l'idée qu'on peut nourrir tous les Européens, toutes les Européennes, à 2050 par exemple, et d'un point de vue durable, c'est-à-dire en se passant de produits chimiques, comme les engrais ou les pesticides chimiques. Et tout ça aussi en préservant les écosystèmes et les populations du reste du monde. Or, aujourd'hui, ce que fait l'Europe, ce que font les Européens et les Européennes, c'est qu'on mange tellement de viande et produit de façon tellement industrielle qu'en fait, ça a un impact dans le reste du monde. Donc concrètement, les porcs et les poulets et une partie des vaches laitières en Europe, elles sont nourries avec des céréales, elles sont nourries avec des oléagineux, des protéagineux qui sont très nutritifs et notamment, on utilise beaucoup du soja. Et donc le soja qu'on importe fait que finalement, si on fait le ratio de tout ce qu'on importe et tout ce qu'on exporte, en fait, l'Europe est extrêmement dépendante des importations. Donc on a toute cette idéologie-là, comme quoi, en fait, on est des grands, je sais pas comment le dire, on est toujours en train de sauver le monde, en fait, et grâce à nous, des pays tiers vont pouvoir se nourrir, mais en fait, pas du tout. Parce qu'historiquement, et de façon très contemporaine aujourd'hui, en fait, on les maintient dans un système qui est extrêmement capitaliste, colonial, et néfaste pour les populations et pour les écosystèmes. Oui, parce qu'en plus de ça, c'est l'Europe qui, entre guillemets, permet à ces industries localement de pouvoir employer des gens aussi localement dans le même raisonnement et dans le même schéma, et donc et qui dépendent de la marine marchande, qui dépendent d'un système globalisé sur du fossile. Oui. T'entends parler aussi que les énergies fossiles, il faut les laisser dans le sol, forcément, changement climatique, qu'en même temps, on a une potentielle contraction en termes d'énergie fossile qui fait que ça reste des ressources limitées. Donc en fait, ça veut dire que d'une façon, d'un point de vue physique, c'est inévitable, à moins que demain on fasse toute la marge marchande à l'énergie nucléaire, aux panneaux solaires. Mais en énergie nucléaire, va falloir, voilà, bref, je suis en train de parler de milliers, de dizaines de milliers de bateaux qui vont devoir changer leur moteur et tout. Oubliez, c'est un gros bordel. Mais donc ça veut dire que notre modèle, quoi qu'il arrive, ne peut pas tenir. Alors juste sur les limites physiques. Non, d'un point de vue des limites physiques, notre modèle ne tient pas. C'est quoi? C'est des gens qui se disent, on se fait un maximum de thunes, on vit notre best life un maximum, et si vous avez crevé la bouche ouverte demain qu'il y a une famine, c'est votre problème. En fait, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est criminel, en fait. C'est pour ça que c'est criminel. En fait, notre alimentation, maintenant, elle est aux mains d'une mafia. Une mafia internationale, nationale et locale. En fait, c'est plus possible. C'est pour ça que, quand je parle de distanciation à l'alimentation, en fait, là où c'est dramatique, c'est que derrière, ce sont ceux qui ont le pouvoir qui décident de ce qu'on mange et de comment on produit ce qu'on mange. Et ça a un impact qui est délétère, qui est mortifère sur notre santé, sur l'environnement. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand on me demande qu'est-ce qu'on peut faire, je suis jamais en train de dire aux gens, si on me demande vraiment d'un point de vue individuel, je dis oui, vous pouvez manger plus bio, plus local, plus de saison, plus végétal, beaucoup moins de viande notamment. Vraiment, j'insiste sur beaucoup moins de viande. Mais en fait, la réalité, le point central, il est pas là. Le point, il est politique. On a besoin de transformer nos modèles économiques, de transformer nos modèles politiques. On va y arriver. Et de transformer notre idéologie. On va arriver à toutes les solutions. Restez bien, parce qu'à la fin de cette vidéo, on va vous en balancer des solutions. Moi, je voudrais voir un petit peu ce paysage de production industrielle français notamment. Il y a combien d'entreprises qui se partagent le paquet là? Alors en fait, le modèle agricole, il est extrêmement complexe. On a plusieurs acteurs. Il y a déjà la grande distribution. La grande distribution, c'est une poignée d'acteurs. Carrefour, Cora, Auchan... Exactement. C'est une poignée d'acteurs qui se partagent 80%, 75-80% du marché agroalimentaire. En fait, la plupart des gens vont dans les supermarchés faire leurs courses pour les fruits et légumes et le reste. Ensuite, il y a les entreprises les industries agroalimentaires. Ce sont celles qui vont prendre les matières premières et les transformer en biscuits, en céréales, en plats préparés, ce que vous voulez, ou en conserve. Ces industries-là, je n'ai pas le chiffre, mais c'est vraiment des milliers d'entreprises. Pour le coup, le marché est extrêmement morcelé d'un point de vue du nombre d'entreprises. Par contre, il y a une poignée d'entreprises très puissantes. C'est le cas, par exemple, de Lactalis,
qui est basée en France, c'est le cas de Nestlé, qui est basé en Suisse, ou c'est le cas d'entreprises comme Bigard. Bigard, par exemple, en France, personne ne connaît, mais tout le monde connaît, enfin, beaucoup de gens connaissent Charal. Ah oui. Charal, c'est 7 steaks hachés. En fait, Charal, ça appartient à Bigard. Je connais le slogan. Vous aussi, vous le connaissez. Je suis sûr qu'il est venu dans votre tête. Charal, ok, ouais. Exactement. Eh bien, Bigard, en fait, c'est 7 steaks hachés sur 10 vendus en France qui lui appartiennent. En fait, en gros, le quart des porcs français passe par ces abattoirs. La moitié des bovins français passe par ces abattoirs. Mais c'est du monopole. Mais c'est du monopole. En fait, C'est pas interdit le monopole, normalement. Bigard, on l'appelle le parrain de la viande. Ouais. Et il s'assoit tellement sur la loi, il est tellement puissant qu'il publie pas ses comptes. Il préfère payer des amendes que publier ses comptes. Ah ouais. En fait, il est très puissant. Et le jour où il y a une commission d'enquête des parlementaires, des députés, notamment François Ruffin, qui ont interrogé le fils Bigard, parce que là, c'est le seul moment où les industriels sont obligés de venir, donc ils l'ont fait venir. Eh bien, le fils Bigard est venu, les a regardés avec un beau sourire narquois, et il n'a pas répondu à leurs questions. Il a répondu une fois à côté de la plaque. Je vous remercie pour ce rapport, j'en prends acte. Je prends acte de vos questions également. Et ce rapport, j'imagine que vous l'avez déjà eu entre les mains, il porte quand même des accusations assez lourdes sur le comportement de l'encadrement de la direction du groupe Bigard à l'égard de ses salariés. On peut quand même avoir une réaction aujourd'hui du groupe Bigard. Sur la question que vous évoquez, simplement, nous achetons 25 000 bovins par semaine que nous payons toutes les semaines. Bien. Là, on est dans le parrain ou bien on est dans une commission d'audition à l'Assemblée nationale, quoi. Tout le monde note la concision de la réponse. Vous pouvez la regretter. On ne peut pas non plus mettre des mots dans la bouche de M. Bigard. Parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui le mépris de l'agro-industrie, c'est-à-dire le mépris de certains acteurs extrêmement puissants qui s'assoient sur les lois et qui s'assoient sur les réglementations. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de reprendre le pouvoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que je parle beaucoup de tout ce qui ne va pas dans la sphère agricole alimentaire, mais il y a aussi des agriculteurs qui se battent pour que ça aille mieux. Et les agriculteurs sont aussi les victimes de Lactalis, de Bigard, etc. Parce que quand des acteurs comme Bigard ou Lactalis disent que on achète le prix du porc à tant de centimes, le kilo de porc à tant de centimes, ou le litre ou la tonne de lait à tant de centimes, eh bien si eux décident ça, derrière le marché est obligé de suivre. Parce qu'en fait, ils ont une telle puissance, en fait, un tel pouvoir sur le marché, que face à ça, les agriculteurs n'arrivent pas à négocier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout le temps des procès entre les agriculteurs et l'agro-industrie. Donc ça, c'est pour expliquer, voilà. On a donc une poignée de distributeurs, on a beaucoup d'entreprises, mais une poignée qui sont particulièrement puissantes. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres acteurs, mais c'est tout ce que j'explique dans mon livre plus en détail, hein. Je vais pas faire tout le schéma là, mais il y a aussi les banques qui incitent à l'agrandissement, qui incitent à l'endettement. Il y a les fabricants de pesticides, il y a les fabricants des machines, et puis, on va voir comment ça évolue, mais il y a aussi tous les fabricants de logiciels, d'intelligence artificielle, toutes celles pour qui augmenter la production, bien sûr. Ouais. Voilà, donc en fait, il y a tous ces instituts-là. Et il y a aussi des instituts techniques, des instituts scientifiques, voilà, alors tous ne vont pas dans le mauvais sens, hein, dans le sens capitaliste ou agro-industriel, mais ils jouent tous un rôle dans cette machine. Ce qui fait qu'elle est extrêmement complexe. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on a tant de mal à la faire bouger. C'est qu'en fait, si on voulait transformer le modèle agricole et alimentaire, et en fait, il n'y a pas de solution magique. Malheureusement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est tellement complexe qu'il faut tirer sur toutes ces ficelles en même temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'être extrêmement nombreux et nombreuses, en fait, pour peser. Est-ce qu'il est possible de construire un autre modèle sur le côté? Il y a déjà plein d'initiatives, d'ailleurs dites-nous en commentaire si vous en connaissez aussi, qui ne fonctionnent pas avec leurs règles à eux et qui est décentralisé. Donc c'est-à-dire que c'est agriculteurs locaux qui fonctionnent avec un distributeur local, qui fonctionnent avec une monnaie locale. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait compter l'avenir? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les circuits courts. Alors on pourrait compter et en même temps c'est difficile. Il y a tout ce qui est circuit court, circuit local, tout ce qui est épicerie solidaire, tout ce qui est agriculture biologique. Tout ça, ce sont des modèles qui fonctionnent sur le terrain. Les gens veulent aller. D'ailleurs, on le voit là, je sais pas si c'est la même chose en Belgique, mais en France, la consommation de bio est en train de chuter. Elle chute dans la grande distribution notamment. Par contre, elle continue d'augmenter dans les épiceries spécialisées bio et dans les circuits courts. Ça veut dire que quand les gens ils sont vraiment impliqués, qui connaissent l'agriculteur du coin, ils ont envie de et ils ont continuer moins confiance à la grande distribution, le bio de la grande distribution. C'est ça. Donc en fait, il y a une notion de confiance qui s'installe dans les territoires. Et c'est pour ça que acheter bio et local, c'est extrêmement important parce que ça crée de la résilience des territoires.
Par contre, aujourd'hui, on voit aussi que l'agriculture bio, comme je le dis, se casse la figure plus généralement. Et on a besoin de la soutenir. Mais la soutenir, ça veut dire des politiques publiques qui la soutiennent. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, il va principalement à l'agro-industrie. Et puis après, il faut pouvoir tirer le marché vers le haut. Et le problème aujourd'hui, c'est que il y a plein de gens qui ont les moyens et qui n'achètent pas de la nourriture de qualité. Et ça, c'est très problématique. Mais il y a aussi plein de gens qui n'ont pas les moyens. Et quand on leur dit... Qui n'ont pas accès géographiquement, financièrement, en termes de temps. Quand tu travailles de 7h du matin à 21h le soir, que tu as 4 enfants à nourrir, est-ce que tu as le temps d'aller chercher, d'aller à vélo à une épicerie à 20 minutes à vélo, en plus de manger des choses qui sont plus chères, en partie, et de tout cuisiner? Franchement, c'est compliqué et c'est hyper violent en fait. Dire à ces gens-là, dire à ces personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la ressource, il faut manger mieux, c'est d'une très grande violence. Et aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de stigmatisation. Et j'en ai entendu, des personnes qui sont privilégiées, qui ont de l'argent et qui vont dire « Non, mais les personnes précaires, les personnes des quartiers populaires, elles mangent mal, il faut les aider à manger mieux. » Mais il ne faut pas du tout les aider. En fait, il faut mettre en place des systèmes qui fonctionnent pour tout le monde. Il faut mettre des épiceries solidaires partout, des circuits courts partout, de la nourriture de qualité partout et la rendre accessible financièrement. Oui, c'est ça. Et quand il y a ça, les gens, ils mangent bien. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi manger. Les gens, ils savent. C'est incroyable tout ce que tu me racontes là, parce que moi, vraiment, ça me passionne de voir à quel point on est rentré dans un piège et qu'on n'a même pas conscience, littéralement, qu'on est dans un piège. Moi, je voudrais te lancer sur 2 projections. La première, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Ça fait des frissons rien que d'y penser. En fait, la première chose, c'est qu'on continue sur notre lancée actuelle on n'a plus d'exploitation. Enfin, on n'a plus d'exploitation. Là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est en train de perdre 30-40% des fermes en France et en Europe. C'est des gens qui partent à la retraite et qu'il n'y a personne qui les remplace, c'est ça? Personne qui remplace, et il y en a qui tiennent plus le coup. Il y a des suicides, il y a énormément de suicides. Il y a plein de suicides, et en fait, les agriculteurs, en fait, c'est simple, il y a des injonctions contradictoires qui sont insupportables pour le monde agricole. Les agriculteurs, on leur dit de produire toujours plus, pour toujours moins cher. On leur dit qu'il faut prendre soin de l'environnement, mais surtout, on les paye pas plus, voire on tire les prix vers le bas. La grande distribution, l'agro-industrie tire les prix vers le bas. Et à côté de ça, les gens leur disent non, mais arrêtez de mettre des pesticides, arrêtez d'utiliser trop d'engrais. Mais en fait, ils sont coincés. Ils sont coincés. Donc aujourd'hui, si on ne fait rien, on va continuer à perdre les agriculteurs. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être remplacé par de plus en plus de firmes et de fermes gigantesques. Et comment elles fonctionnent justement? Parce que j'arrive pas à concevoir. C'est-à-dire, c'est des agriculteurs, je fais une petite virgule, qui partent à la retraite ou en ont marre, vas-y, je revends ma ferme. Oui. Donc ils reprennent le crédit, ou je sais pas, la grosse industrie rachète le crédit parce que c'est des gens qui sont endettés. Ils rachètent les terres. Ils rachètent les terres. Eux, ils partent à la retraite, je sais pas comment ils vivent, mais ils vivent à leur façon, ils partent à l'étranger ou parfois ils meurent. Mais c'est qui vient prendre la place en fait? Parce qu'on parle des agriculteurs d'à côté. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que aujourd'hui, la politique agricole commune, elle a un système de subvention qui est basé sur la surface. Elle n'est pas basée sur l'emploi ou l'écologie. Un petit peu pour l'écologie, il y a quelques mesures environnementales, mais très peu. Le gros des subventions, il est basé sur le fait que plus tu as des hectares, plus tu as des surfaces, plus tu as du bétail, plus tu as un nombre d'animaux élevé, plus tu as des subventions. Donc, tu es agriculteur, tu veux t'en sortir, tu es dans un marché mondialisé avec du libre-échange extrêmement développé. Tu as besoin de t'en sortir, tu as de la concurrence déloyale qui arrive des pays tiers ou de pays intra-européens. Donc pour t'en sortir, tu grandis en fait, tu es poussé par les banques, par tout le système financier agricole, tu es poussé à l'endettement et à l'agrandissement. Donc le jour où ton voisin il s'en va, tu vas être le premier à être au courant, parce que vous êtes agriculteur, vous êtes voisin, vous connaissez, et donc tu vas racheter ses terres. Et en fait, il y a tout un problème aujourd'hui de ce qu'on appelle de financiarisation des fermes agricoles, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup de plus en plus d'exploitations agricoles pour lesquelles ce n'est pas l'agriculteur qui est propriétaire, mais ce sont des actionnaires. En fait, ce sont d'autres gens qui viennent investir et mettre de l'argent dans les fermes. Et on a même, et je sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en France, on a aussi la grande distribution qui commence à acheter des terres. On a Colruyt en Belgique. D'ailleurs, c'est un de mes plus gros regrets parce que j'ai collaboré avec eux sur l'Ecoscore et je n'étais pas au courant de leur politique d'aller racheter des terres qui littéralement en fait donnent encore plus de pouvoir centralisé à une zone. C'est incroyable ce que tu me racontes là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi demain, j'entends que mon voisin il ferme, je rachète ces terres, mais du coup j'ai des actionnaires qui sont pas forcément qui sont pas forcément du monde agricole. Ça peut être des banquiers, des investisseurs qui vivent parfois dans des villes, qui sont complètement déconnectés de ces réalités-là, qui disent il y a un business à se faire, on te donne l'argent, tu rachètes les terres. Et de nouveau, est-ce que la personne qui rachète, comment ça se passe? Elle est payée par une sorte d'holding au-dessus,
Ou alors, finalement, elle se retrouve dans la même situation et gagne un petit peu mieux sa vie comparé à Ça dépend. Il y a les montages sur le foncier, les montages juridico-financiers sont extrêmement complexes. Il y en a qui créent des holdings, il y en a qui créent des GAEC, donc des groupements d'agriculteurs pour pouvoir acheter ensemble des fermes, et qui font les choses très bien, par ailleurs. Il y a plein de formats juridiques différents. Donc voilà. Donc ça, je vais pas tout détailler ici, c'est extrêmement complexe, mais il y a Tanguy Martin notamment qui a écrit un livre sur le sujet. Il y a eu plusieurs livres sur le foncier agricole qui détaillent très très bien ça. Mais ce qui est intéressant à retenir là-dedans, finalement, c'est que si on se projette dans le monde de demain, si on continue comme ça, c'est qu'on va avoir de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins de fermes, mais des exploitations de plus en plus grosses et de plus en plus industrialisées, avec de plus en plus de robotique, de machines, de plus en plus de fermes verticales, avec et ce qui est problématique là-dedans aussi, c'est que on va avoir de plus en plus de machines et de technologies qui dépendent de brevets, enfin qui ont été brevetés. Et donc c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe quand on a des brevets? Eh bien, on s'éloigne de la résilience des agriculteurs des territoires et de la souveraineté alimentaire et on se rapproche vers un modèle où on a une poignée d'acteurs qui possèdent tout. Non seulement ils possèdent les terres, ils possèdent les brevets, mais en fait ils possèdent tout le monde. Et dans un monde avec des limites planétaires, ça tient pas, ça. Et alors ça ne tient pas si on regarde parce que la technologie elle repose sur l'utilisation de terres rares, de minerais. Et là, on arrive avec des problèmes de pénurie. Mais même les engrais, en fait. Si l'Europe, elle est aussi fragile d'un point de vue agricole et alimentaire, c'est que toute notre production agricole industrielle, elle repose sur l'utilisation d'engrais et de pesticides, et notamment les engrais. Pour les produire, il faut du gaz, il faut du phosphore, en fait, il faut des minerais. Et tout ça, on l'importe, en fait. On n'est pas du tout autosuffisant dans l'ouest de l'Europe, notamment. Donc, en fait, on a un système agroalimentaire qui est extrêmement dépendant de tout un tas d'importations qui font que s'il y a le moindre choc climatique, géopolitique ou sanitaire, on va se retrouver avec de graves problèmes en fait. Il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps qui parle que le changement climatique va énormément et déjà le fait en ce moment, affecter les chaînes d'approvisionnement mondiaux. Et donc comme effectivement la France, la Belgique et même le Sénégal, parce qu'on sait qu'il y a des Sénégalais et des Congolais qui nous regardent, on est tous dépendants de chaînes d'approvisionnement de l'étranger. Donc tout ça crée des chocs de déstabilisation. Donc au final quoi? C'est-à-dire que tout ça c'est le citoyen qui va le payer. Et il va trouver sa solution dans quelqu'un qui arrive avec une moustache comme ça et qui va rajouter. C'est pas ce qu'on est en train de vivre un petit peu? Bah oui, je rigole, mais en fait c'est tellement noir. Là, les années qui arrivent sont quand même sombres. Vont quand même être très sombres, très très sombres. Sauf si on s'éduque un maximum, mais continue. Oui, mais en fait là on voit une montée quand même de l'extrême droite fulgurante. Ça fait longtemps, mais là au niveau européen, avec les élections qui arrivent et ce qui est en train de se passer dans plein de pays européens au niveau national, c'est dramatique. Donc oui, en fait, on se retrouve avec finalement une société, des gens du peuple qui se retrouvent de plus en plus coincés. Donc toi, moi, nous, on se retrouve de plus coincés, impuissants, face à un modèle dans lequel ce sont une poignée d'agro-industriels ou d'entrepreneurs, d'entreprises, de multinationales, en fait, sur tous les sujets, tous les secteurs qui dominent le monde. Donc on a besoin de recréer des failles là-dedans. Parce qu'il y en a qui agissent et qui arrivent à créer des failles. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Les années qui arrivent vont être très sombres, mais on peut encore fracturer des brèches, on peut encore gagner des combats. Mais on va clairement avoir besoin de se retrousser les manches et on a besoin de faire des efforts, de transformer nos pratiques et d'agir collectivement et politiquement. Il faut qu'il y ait un chef d'État qui arrive. Je vais pas donner du tout le cliché parce que malheureusement c'est ce qui revient de plus en plus, d'où c'est danger, c'est que plein de gens disent ouais il faut un bon dictateur qui va dire comment il faut faire, ce qui va faire l'inverse. Voilà, on a souvent tendance à croire que ça va amener des solutions. Non mais il faut plus au lieu d'avoir un président, plus un chef d'État qui va en fait écouter les discours scientifiques et qui va appliquer une forme de plan Marshall parce que voilà l'industrie américaine a dû se transformer face à une imminence. Un problème qui était à ses portes, en quelque sorte. Il y avait la crise du Covid, où on a débloqué 750 milliards d'euros. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'Europe. On a débloqué des fonds, on s'est dit ok, on va aider, parce qu'on a senti la problématique là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir qu'on crève la dalle et qu'on soit dans les rues à faire la file, ce qui existe déjà. Ça existe déjà en fait. On est déjà en train de faire la file aux banques alimentaires, mais il faut vraiment que ce soit jusqu'à ce que le plus privilégié soit impacté pour qu'enfin ça bouge. Malheureusement, c'est ce qu'on a vu par le passé. Et j'espère que là, on ne va pas attendre que les plus privilégiés soient touchés. Il faut que les moins privilégiés se bougent aussi. Du coup, on a besoin de tout le monde. Là, on a besoin de tout le monde. On peut pas compter sur qui que ce soit. On peut pas compter, et clairement, on peut pas compter sur un chef d'État. Parce que là, on va pas vers des modèles politiques qui prennent soin du vivant ou de notre santé, ou de l'écologie en général, pas du tout. Donc là, on va avoir besoin sérieusement de s'activer par le bas,
Moi, je crois beaucoup au soulèvement des masses. Je crois beaucoup au soulèvement dans les territoires. Enfin, je dis des masses, mais pas forcément que des masses. Dans les territoires, c'est quand même ce qui me donne espoir. C'est qu'il y a plein d'endroits où il y a des gens, des agriculteurs, des agricultrices, des personnes comme toi et moi qui se bougent, en fait, qui s'organisent pour recréer de la solidarité, pour réapprendre à cuisiner, pour faire en sorte qu'il y ait personne qui soit laissé sur le côté. Et pour se mobiliser face à l'agro-industrie et la repousser partout où c'est possible. Tu sais, ce rouleau compresseur mondial, il n'y a pas que dans l'agro-industrie. Enfin, tu as travaillé avec l'Arnaud Vian, donc par rapport à la pêche, c'est la même chose. Par rapport aux mines, c'est la même chose. On retrouve vraiment ça absolument partout. Cette force humaine d'Homo sapiens à vouloir combler des désirs de pulsion. Merci d'avoir précisé que l'agro-industrie a très bien compris que le sucre activait plein de choses chez nous et que littéralement on est tombé dans un piège de notre vieux cerveau. Aujourd'hui, on parle beaucoup qu'on est dans un système patriarcal. Toi, tu as précisé dans ton livre que l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire est totalement patriarcale. Qu'est-ce que tu entends par là? En fait, c'est simple. Le modèle agro-industriel aujourd'hui, il ne se fait pas au bénéfice des femmes et il repose sur l'exploitation des femmes. Alors pas que. Il repose aussi, notamment en Europe, il repose sur l'exploitation des migrants. C'est pour ça que je dis aussi qu'il est colonial. Sud de l'Espagne, tu parles de ça? Mais pas que. En France, notre modèle agricole repose beaucoup sur l'exploitation des migrants. En fait, si on n'avait pas, mais on l'a vu pendant le Covid, frontières fermées, main d'œuvre étrangère bloquée, on pouvait plus récolter les fraises, on pouvait plus récolter le champagne, enfin le vin pour faire les fruits pour faire le champagne. Donc en fait, on le voit bien on a créé un modèle avec une surspécialisation et des grandes surfaces qui sont telles qu'on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre sur des temps très courts, sur des pics de récolte. Et donc ça, bien sûr, en fait, exploiter une main-d'œuvre bon marché sur des grands pics avec beaucoup d'intensité, en fait, il y a des Européens qui refusent de faire ça, parce qu'ils préfèrent faire autre chose. Et donc, c'est la main-d'œuvre étrangère qui va compenser ça. Et qui va se faire exploiter pas cher et qui, en plus, il y a plein de problèmes dans plein de campagnes, plein de cas où il y a de l'exploitation très grave, hein, où on leur prend les papiers, on les fait vivre dans des conditions totalement indignes. Tout ça pour pouvoir continuer. Ça se passe chez nous, ça. Ça se passe chez nous. Donc ça, c'est la question coloniale. Sur la question patriarcale, en fait, il y a quand même un problème en Europe et en France notamment, qui est que les femmes sont quand même pas les mieux vues en agriculture. Il y a beaucoup de sexisme ordinaire en agriculture. Il suffit d'aller voir dans une foire agricole, hein. C'est là que j'ai entendu le plus de blagues sur les... Alors désolé les agriculteurs, mais blagues sur les femmes, vous y allez franc jeu, hein, mais voilà. Il y a beaucoup de blagues, beaucoup de regards. Moi, j'ai des amies agricultrices qui sont paysannes boulangères, qui sont lancées en paysannerie, donc ils font leurs propres céréales, leur sarrasin, leur blé, et qui le transforment en pain. Eh bien, elles me disaient qu'au début, quand elles allaient chercher le tracteur, les premières questions qu'on leur posait, c'est « Il est où votre mari ? Est-ce que c'est votre mari qui va conduire la machine ?» Et ensuite, après, elles ont fait elles-mêmes sur plusieurs années. Les agriculteurs s'arrêtaient en voiture, ils les regardaient, ils voyaient qu'elles faisaient. Et au bout de plusieurs années, ils se sont détendus, ils se sont dit, OK, en fait, elles savent faire, elles font elles-mêmes. Mais il a fallu des années. Et ça, c'est quelque chose dont beaucoup de femmes témoignent dans le milieu agricole. Mais c'est ouf ce que tu me racontes là. J'ai vécu cette expérience, moi, pas personnellement, mais d'un témoignage. Comme je disais, je suis parti faire traîner de ma invitée, je t'en parlais aux antennes, au Brésil. Donc c'est la dernière fois que j'ai pris l'avion. Et en même temps qu'on faisait des trucs avec les peuples autochtones, faire traîner de ma invitée, voir un peu comment fonctionnait le café. On a une vidéo qui est disponible et j'ai rencontré une productrice de café, une femme. Elle m'a dit qu'elle a vécu un enfer, du harcèlement, qu'on lui a dit mais t'es pas capable, tu n'y arriveras pas, que lorsqu'elle venait avec ses sacs de son café, qui respecte les limites planétaires en plus, hein, elle a fait vraiment quelque chose en agroécologie. J'ai visité sa ferme, son exploitation, elle est géniale. Hein. Les plants de café sont entourés de bananiers, sont dans une forêt, c'est pas tout rectiligne. Et c'est ça que j'ai découvert. C'est que les femmes productrices au Brésil de café, elles sont très peu nombreuses, mais leur méthodologie de production n'a rien à voir comparé à des fermes conventionnelles tenues par des hommes. Et ce que tu m'as dit de tous ces migrants qui ramènent chez nous en France, en Espagne, au sud de l'Europe pour avoir de la main-d'œuvre parce que c'est le moment de récolter, ils ont la même chose avec le café. Ceux qui vont prendre des gens des favelas, qui rentrent tous dans des bus, quittent São Paulo, ils arrivent à Minas Gerais, ils descendent tous, ils arrivent dans les exploitations et courent pour retirer le café en masse. C'est super éprouvant, je l'ai fait sur quelques plants de café, c'est éprouvant, ça pète les doigts, il n'y a pas d'équipement, ils arrachent comme ça avec les mains. Ils ont des mains rugueuses, quoi, vraiment pour te dire, avec des cicatrices, parce que il faut aller vite, quoi. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'était pas dans les trucs Fairtrade, c'était dans le conventionnel, parce qu'en Fairtrade, ils font quand même gaffe un minimum. Et là, ce qui m'a vraiment choqué, c'est de voir la différence entre des plantations vues par le prisme des hommes et les plantations des femmes. Aucune femme reprenait le schéma des hommes. C'était en adéquation, c'était une petite production locale, alors que les autres,
pour être sûr d'avoir suffisamment de café à récolter, et ça c'est très important, pour être sûr d'avoir leur stock, en fait, ils ont des larges, mais à perte de vue, énormément de plants de café, de plantations en monoculture, dont ils savent pertinemment qu'une bonne partie n'aura même pas eu le temps d'être récoltée, parce qu'en fait, c'est au moment où la couleur du fruit change qu'il faut récolter. Exactement. Et pendant qu'ils envoient tout le monde, ils savent très bien que la moitié, ils ne l'auront pas. Mais ils ont fait beaucoup pour être sûrs d'avoir assez de production. Et donc, ça veut dire des engrais qui éclatent tout, Oui. et en fait, une pète de... bref, la moitié, c'est de la gabegie. C'est exactement ce qui se passe en France. Mais c'est dingue, ça m'a choqué. Et voir les femmes, par contre, être plus en petite production, et là, quand on dit, ah ben ça, on n'a plus cette variété, c'est fini, t'attendras l'année prochaine. Je dis, ah ouais, mais c'est cool, en plus, on est dans la frugalité. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai encore le paquet ici, parce qu'on l'a ramené. Mais ces femmes-là m'ont dit que c'était de l'harcèlement, c'était des pressions immenses, c'était des agressions, et quand elles ont voulu commencer à vendre, elles avaient besoin d'hommes pour aller vendre à leur place, parce que c'était non, et quand elle a mis son visage sur, ça s'appelle le café de Lucia, quand elle a mis son visage, ça a pété des câbles. Les mecs là-bas, tous ont dit non, je vois pas ton café tant qu'il y a ton visage, c'est quoi ça, tu te prends pour qui? Ça m'a effrayé, quoi. En fait, on la retrouve aussi beaucoup en France, et j'aime bien ce que tu dis, parce qu'il y a des études en France qui ont montré que finalement, les femmes en agriculture sont celles qui vont le plus faire des modèles diversifiés, écologiques, résilients, qui vont faire plus attention. Les modèles de demain, quoi. En fait, le modèle de demain, le modèle dont on a besoin aujourd'hui. Alors, il y a des hommes qui font aussi les choses bien, mais les femmes sont plus précurseuses sur ça. Je voulais aussi rajouter quelque chose sur les femmes qui je trouve intéressant, c'est qu'en fait, dans le milieu agricole, les hommes sont aussi les victimes du patriarcat. Et il y a des chiffres qui montrent ça très simplement. C'est quand on regarde les taux de suicide des agriculteurs, en fait, ce sont surtout les hommes qui se suicident, sont surtout les chefs d'exploitation, et ce sont beaucoup moins les femmes. Pourquoi? Parce que les hommes, ils sont aussi pris dans ce modèle patriarcal où ils vont beaucoup moins dire leur mal-être, beaucoup moins alerter quand ça ne va pas, beaucoup moins dire leurs émotions. Et en fait, ils vont beaucoup plus être isolés et se suicider. Oui, parce que l'image d'un homme, c'est un homme fort, tu encaisses, viril. Voilà, tu prends les coups, tu continues, et enfin, ça se construit, hein, littéralement, quoi. Donc en fait, en agriculture, c'est comme dans le reste de la société, on a un modèle patriarcal qui est délétère pour tout le monde, pour les hommes et pour les femmes. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de se serrer les coudes et d'y aller. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'y aller ensemble, en fait. Les agriculteurs, espérance de vie plus faible que le reste de la population? Pas du tout. Ah bon? En fait, ça c'est une idée reçue. En tout cas, en France, je connais pas les chiffres européens ou belges, mais les agriculteurs ont même une meilleure espérance de vie que la population générale. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet du travailleur sain. En fait, les agriculteurs et les agricultrices fument moins et font beaucoup plus d'efforts physiques. Ah ouais. Et donc, en fait, globalement, ils vivent plus longtemps. Par contre, il y a certains cancers que les agriculteurs ont beaucoup plus que dans le reste de la population. Alors, par exemple, le cancer de la peau, notamment à cause du soleil, pas des produits chimiques, mais juste de l'exposition au soleil. Et puis certains cancers, certains lymphomes, certains cancers du sang, à cause des produits chimiques. Ah ouais, les produits chimiques créent plus de pathologies qui commencent à apparaître à ce niveau-là. Est-ce qu'à suivre ce même modèle conventionnel, surproductiviste, qui littéralement est en train de péter les limites planétaires, qui sont déjà dans le rouge dans les cycles biogéochimiques notamment. Notamment pour l'azote. Voilà, exactement, pour nos engrais. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un effet domino à un moment donné, que tout s'effondre, tout le système agroalimentaire s'effondre les uns sur les autres. Est-ce qu'en fait, techniquement, on est capable aujourd'hui de changer l'usage d'une terre en se disant, hey, les gars, c'est bon, l'année prochaine, je passe du conventionnel à l'agroécologie? Ou est-ce que là, c'est complètement à l'heure, il va falloir beaucoup de temps et qu'on risquerait potentiellement de se retrouver face à une famine si la chaîne d'approvisionnement mondiale est perturbée par éventuellement le changement climatique? Ce qui est déjà en train de se produire. Oui. Ouais. Est-ce qu'on risque une famine chez nous? Ça dépend de quelles échelles de temps. Sur la question de est-ce qu'on peut changer de modèle et reconstruire les sols, par exemple, et la biodiversité, oui. Ça, on le voit, il y a des agriculteurs qui font un travail incroyable et qui travaillent avec le sauvage, à retravailler l'hospitalité pour faire avec le sauvage et pour recréer des dynamiques d'écosystèmes qui fonctionnent et qui sont utiles pour l'agriculture aussi. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, si on regarde les écosystèmes et le fonctionnement de la planète, ça tu le dis dans tes autres vidéos, sur un plus long terme et d'un point de vue plus global. Alors là, la situation elle est dramatique. Elle est terrible en fait. Elle est terrible parce qu'on sait très bien que le dérèglement climatique, quand bien même on arrêterait d'émettre maintenant, là tout de suite, on arrête toutes les émissions de gaz à effet de serre. En fait, il y a quand même un effet à retardement du changement climatique. Et là, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, là depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est de voir qu'en fait, tous les pires scénarios qu'on avait imaginés et qu'on pensait arriver, en fait, sont déjà en train d'advenir. Et ça, moi, j'y croyais pas.
Moi, il y a 10 ans, quand je regardais le scénario, je me disais, bon, mais ça, c'est le pire, mais on va rectifier et puis on va se retrouver sur le milieu. Mais pas du tout. Là, on est dans les pires scénarios maintenant. Même sur les questions d'obésité, le taux d'obésité qui a été atteint dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé pensait l'atteindre en 2030. 2024, il est déjà atteint. Donc en fait, la situation, elle est dramatique à tous les points de vue. Et donc, est-ce que demain, on pourrait avoir des pénuries alimentaires, des famines? Alors je pense que ça dépend où. Et je pense que ça va être comme d'habitude. Les plus privilégiés, ils vont toujours se débrouiller pour s'en sortir. Ils vont avoir des terres fertiles. Ils vont avoir des backups, ils vont avoir des zones qui seront préservées. Ils vont avec s'accaparer tout ce qu'il les faut flux. pour s'en sortir, bien sûr. Ils vont gérer les flux, la logistique, les plateformes, les terres, les semences, les produits, tout ce qu'il faut. Et par contre, les moins privilégiés, ils vont baver encore plus, mais ils sont déjà en train de vivre des catastrophes. Il y a déjà des endroits où il y a des inondations, des glissements de terrain, des feux de forêt, en fait des problèmes qui ne vont faire que s'aggraver avec le dérèglement climatique et l'effondrement du vivant. Après tous ces moments qui nous a permis d'avoir ce tableau, est-ce que tu as encore quelques éléments anxiogènes qu'on adore ici sur cette chaîne, on raffole parce que il faut, voilà, comment dire, il faut vaincre le mal par le mal, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as encore des éléments importants dont tu voudrais nous faire part avant qu'on arrive dans les bonnes nouvelles? Merci pour cette question parce que oui, il y a un point qu'on n'a jamais le temps d'aborder en général. Donc merci d'ailleurs pour le format de cette vidéo qui permet ça. Mais c'est l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Alors c'est connu, à peu près tout le monde connaît. Oui et non. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà, oui, on connaît cette phrase. Pour les humains. Mais en fait, on utilise aussi beaucoup d'antibiotiques pour les animaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a des élevages industriels, donc avec beaucoup d'animaux, qui sont très pauvres génétiquement, c'est-à-dire des races qui ont été sélectionnées, des animaux qui se ressemblent, et qu'on met ensemble, qu'on concentre dans des espaces fermés, eh bien, dès que vous avez une maladie, elle se propage à grande allure. Elle se propage très rapidement. Et donc, pour prévenir les maladies et pour les stopper quand elles arrivent, on utilise beaucoup d'antibiotiques. Alors, des pays comme la France ont fait beaucoup d'efforts et ont énormément réduit l'usage des antibiotiques, mais les niveaux d'utilisation sont encore très élevés. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça fait que, comme on a beaucoup d'antibiotiques utilisés, il y a certaines bactéries qui vont développer des résistances aux antibiotiques. Et donc, ça fait qu'en France, et dans le monde entier, en fait, on commence à voir apparaître des cas dans des hôpitaux d'infections bactériennes qu'on n'arrive plus à soigner. Pourquoi? Parce que le taux de découverte d'antibiotiques est plus faible que le taux d'apparition des résistances des bactéries. Oui, parce qu'on a utilisé tellement d'antibiotiques que toutes ces bactéries ont muté à un moment donné. Elles mutent. Ce qui fait que nos capacités de trouver des nouveaux antibiotiques, en fait, c'est pas infini non plus. C'est pas infini. Alors que par contre, que la mutation des espèces vivantes, elle est infinie. Elle est infinie, c'est ça. Et donc là, on n'arrive plus à trouver assez rapidement suffisamment d'antibiotiques pour guérir tout ça. À tel point que moi, quand j'étais à Greenpeace France et que je travaillais sur la végétalisation de l'alimentation des cantines, donc rendre plus accessibles les menus végétariens dans les cantines, et c'était pas anti-viande, hein, c'est juste plus de végétal, eh bien, il y a une médecin d'un CHU d'une ville qui est venue militer avec nous sur le terrain parce qu'elle se rendait compte que dans son hôpital, elle avait des problèmes pour guérir certaines infections bactériennes. Et donc, comme elle savait qu'il y avait un problème d'antibiotiques et d'élevage industriel, elle est venue militer avec nous, une médecin. Donc ça, je trouve que c'est très emblématique de ce qui se passe. Et en fait, la situation est tellement grave que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'antibiorésistance un enjeu de santé publique planétaire. Parce que ça concerne tous les pays. Ça concerne vraiment tous les pays. Personne ne sortira indemne de ça. Et il se pourrait qu'à 2050, si on ne réduit pas drastiquement cet usage-là, on se retrouve à ne plus pouvoir soigner certaines maladies. Et donc certaines maladies qui aujourd'hui ne tuent pas se remettraient à tuer massivement une partie de la population. Et comme donc, ce fut le cas pendant une bonne partie de l'histoire humaine. Et comme c'était le cas avant. Et donc en fait, face à ça, il y a une solution, on l'a, hein, c'est l'agriculture biologique. En fait, en élevage biologique, les éleveurs, les éleveuses font différemment, n'utilisent pas d'antibiotiques. Et donc, en fait, on sait faire une agriculture. Il y a déjà des gens qui font une agriculture incroyable. Parce que pourquoi est-ce qu'on utilise des antibiotiques à la base dans le on va dire, dans tout ce parc d'animaux qu'on mange? Eh bien, ça peut être pour prévenir des maladies, ça peut être pour guérir certaines infections. Et il y en a aussi dans certains pays qui vont les utiliser comme hormones de croissance. Certains antibiotiques qui vont booster la croissance des animaux. Et c'est pour ça qu'il y a eu des grands débats, je sais pas si tu te rappelles, mais au moment de certaines négociations d'accords de libre-échange, de traités de libre-échange, on avait peur d'importer en Europe des poulets
avec des hormones de croissance. Donc toute cette masse d'antibiotiques qu'on a utilisée dans la viande, parce que ça a aussi lieu, donc c'est pour pas perdre le stock de viande d'une certaine façon. C'est pas pour nous infecter, c'est pas pour qu'on mange de la viande et qu'on attrape une maladie, un truc dans le genre. C'était le fait qu'il y ait tous ces antibiotiques qui ont été utilisés à la base. À la base, non, c'est vraiment pour faire en sorte que ces animaux ne soient pas malades. Voilà, mais ok, attends, parce que j'essaie de bien formuler ma question. Ça va être un peu particulier là. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect sanitaire de la viande et faire en sorte qu'on mange une viande qui est saine. Et puis il y a l'aspect sanitaire des animaux où là, quand ils ont des infections, on veut les soigner parce que si on les soigne pas, ils peuvent mourir, être moins productifs, produire moins de lait ou moins de viande par exemple. Et donc on n'a pas envie de ça. C'est parce qu'économiquement, c'est pas intéressant. Donc on va utiliser des antibiotiques. D'accord. Et d'autres médicaments. Et en agriculture locale, en écologie, là, il est possible d'avoir ces animaux-là et d'utiliser moins d'antibiotiques et malgré tout de pas avoir trop de propagation de maladies. En fait, le fait d'avoir des écosystèmes beaucoup plus sains, d'avoir des troupeaux plus petits, des races plus robustes, un peu moins productives, mais un peu plus robustes, déjà ça va aider. Ça va faire que si un animal est contaminé, c'est pas la même chose si derrière tu en as 5000 ou si tu en as 50. Ouais. Donc déjà il y a une différence dans ce fonctionnement-là. Et ensuite il y a des traitements qui sont faits aux huiles essentielles. D'accord. Voilà, il y a des traitements, il y a des agriculteurs qui arrivent à vraiment faire un travail formidable avec des huiles essentielles. Alors ça résout pas tout, bien sûr, et peut-être que parfois on a besoin d'utiliser des antibiotiques. Moi, mon idée c'est pas de dire qu'il faut se passer absolument de tout antibiotique, c'est de dire qu'il faut réduire beaucoup l'usage. Mais ça ira pas sans un changement de système. Est-ce que c'est la peur que ça saute à l'humain? Enfin, je veux dire que ça mute vers l'humain. Est-ce que c'est ça? Non, mais le problème, il est là. Le problème, il va être là. C'est parce que les animaux, on pourra toujours adapter peut-être les troupeaux ou les systèmes. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, les bactéries, quand on donne des antibiotiques aux animaux ou qu'on les utilise dans les élevages, ça peut être, ensuite, il y a les bactéries, qui vont se retrouver dans l'eau ou dans les sols. Si elles se retrouvent dans l'eau et dans les sols, ensuite, elles peuvent contaminer les humains. Certaines bactéries. Et donc, ce qui est dramatique, c'est ça, c'est que si elles contaminent les humains et qu'on n'a plus d'antibiotiques, on va avoir des morts. En fait, on a déjà des morts à cause de ça. Mais on va en avoir beaucoup plus. Et c'est pour ça que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit que cet enjeu d'antibiorésistance, dont personne ne parle aujourd'hui, enfin, je sais pas toi, mais moi, j'entends jamais les gens en parler, eh bien, en fait, c'est un enjeu de santé publique mondiale, planétaire, qui est dramatique et qui est dramatique dans l'ensemble des pays du globe. Ça méritera une vidéo à part entière. Deuxième cas de figure. Ça y est, on a pris le pouvoir, on a voté comme il fallait, on s'est réunis tous ensemble dans des territoires, c'est devenu à la mode maintenant d'aller dans des commerces locaux, etc. Il y a eu un changement culturel rapide. À quoi ça ressemble si on doit se projeter dans mon alimentation, mon assiette, la façon de produire toute cette nourriture demain? Parce que plein de gens disent de l'autre côté conventionnel, ouais, mais si on passe à ça, on va tous crever de faim. Allez voir notre talk avec Olivier de Scutter qui démontre que non. Mais maintenant, à quoi ça va ressembler j'ai besoin de me projeter là, d'avoir des images. Alors il y a l'alimentation, puis il y a les champs, les paysages. Donc, dans notre assiette déjà, on a une alimentation beaucoup plus végétale. Déjà là, on peut pas produire tout ce qu'on produit d'un point de vue écologique et sain avec autant de viande et autant de poissons. Juste, c'est pas possible en fait. Mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, on a une alimentation beaucoup plus végétale avec des personnes qui ne consomment aucun produit d'origine animale, les personnes véganes, antispécistes, parce qu'ils ne veulent pas tuer des animaux, et des personnes qui continueront d'en consommer un peu, mais ce sera une viande ou un poisson produit vraiment avec le respect des écosystèmes, le respect aussi de la rémunération des agriculteurs. Donc cette assiette, elle va changer, elle va aussi être faite avec beaucoup plus de produits bruts, parce qu'on va beaucoup plus cuisiner, et donc on va retrouver en fait une diversité d'aliments plus savoureux aussi. On va aussi faire évoluer nos goûts, parce qu'on va apprendre peut-être à se passer d'aliments très gras, très sucrés, très salés, et on va redécouvrir une diversité. En fait, on va s'éclater. On va s'éclater parce qu'on va redécouvrir plein de choses qu'on savait faire ou qu'on va inventer et qui vont être géniales. Donc notre assiette, elle va changer. Et ensuite, il y a les paysages, les champs. En fait, si demain, on a une agriculture qui prend soin du vivant et qui respecte les agriculteurs et les agricultrices, en fait, ça va être génial parce qu'on va avoir beaucoup moins de grandes fermes, de grandes exploitations. Donc, les grands champs qu'on voit à perte de vue comme ça. C'est ça, on va avoir des champs plus petits, on va retrouver des haies, on va retrouver des bocages, on va retrouver des arbres, on va retrouver des oiseaux. Aujourd'hui, il y a une très grande partie, j'ai plus le chiffre en tête, mais une immense partie de la population des oiseaux des champs, des oiseaux agricoles, qui s'est effondrée. On entend beaucoup moins d'oiseaux. Il y a certaines espèces qui ont pas quasiment disparu, mais qui sont en très très mauvais état. Eh bien, on va retrouver ces espèces. Il y a les oiseaux qui vont revenir. On va retrouver
on va retrouver en fait une faune et une flore extrêmement diversifiées. On va retrouver on va retrouver des hérissons peut-être dans les champs. On va retrouver tout un écosystème avec lequel on va pouvoir vivre et cohabiter. Et ça va aussi faire des paysages où on va retrouver peut-être plus de forêts, on va retrouver plus de diversité en général. Et puis, moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est que peut-être qu'on va retrouver plus de joie. On va retrouver des agriculteurs et des agricultrices qui seront fiers de leur métier et qui aussi partageront les risques de ce qu'ils font avec les gens. C'est-à-dire qu'on va arrêter de laisser les agriculteurs prendre tous les risques et dès qu'il y a un problème, ils se débrouillent. En fait, on va recréer des liens de confiance et quand il y a quelque chose qui ira pas, il y aura des tissus de solidarité pour s'aider. Que ce soit pour vendre une surproduction, que ce soit pour aider financièrement quand il y a au contraire des pertes de récolte. En fait, on va s'entraider. Et dans tous les cas, ce monde-là, il va être perturbé par le dérèglement climatique, quoi qu'on fasse aujourd'hui. Mais peut-être que si on fait les choses vraiment bien, ce dérèglement climatique sera moins important que ce vers quoi on va aujourd'hui. Et donc, grâce à ces tissus d'entraide et de solidarité, en fait, on va recréer finalement de la joie militante, de la joie de faire ensemble, de la joie de vivre ensemble. Et on va peut-être retrouver du plaisir à cuisiner et du plaisir finalement à être ensemble. Les villages de France, avec un système de récupération des eaux usées, tout le monde fait pipi dans un truc, quelqu'un vient récolter tout. C'est riche en azote. Pareil, on met des toilettes sèches dans tous les... Je parle vraiment village de France parce que à l'échelle d'une ville comme Paris, c'est difficilement imaginable. Quoique, il va falloir mettre des choses en place comme ça de façon très concrète. Ça demande de refaire beaucoup de choses. Mais dans les villages de France, il y a celui qui vient récolter un petit peu le caca de tout le monde, qu'on envoie dans les fermes locales, dans la ceinture alimentaire du petit village lambda, et qui va permettre aussi de se passer d'engrais qui viennent de très très loin. Est-ce que tout ça est tenable pour justement nourrir, que ce soit les villages de France, les villes de France, l'humanité? Alors ça, c'est vraiment prouvé. Les scientifiques ont regardé techniquement, est-ce qu'on peut nourrir tous les Européens et toutes les Européennes à 2050 en se passant d'intrants chimiques, en se passant d'engrais et de pesticides de synthèse? Mais la réponse est oui. En fait, on sait faire. On sait avoir des cycles de l'azote qui fonctionnent, qui sont équilibrés. On sait faire à manger pour tout le monde et surtout, on sait faire une alimentation qui soit savoureuse et qui est saine. Parce que moi, c'est pas la fin des restaurants, quoi. Mais pas du tout. Moi, je pense pas qu'il faille arrêter tout le commerce mondial, manger plus que les carottes et les radis à côté de chez soi. Non, on va continuer à commercer, on va continuer à échanger. Alors les épices, on fait ça depuis très longtemps, mais plein d'autres choses, parce qu'on est une société globalement mondialisée et que ça va pas s'arrêter. Mais on peut refaire ça à une échelle qui soit beaucoup plus acceptable, beaucoup plus joyeuse et respectueuse pour tout le monde. Encore d'autres conseils que tu as donnés maintenant, surtout après cette belle projection. Maintenant, là, j'ai découvert cette vidéo sur Limite. D'ailleurs, abonnez-vous si vous avez kiffé. Commentez aussi, c'est important. Ce n'est pas encore la conclusion. Maintenant, c'est le moment des actions concrètes pour vous. Qu'est-ce que doit faire la personne qui vient d'écouter tout ton discours? Il y a plusieurs choses. Allons-y. La première, j'aime pas trop parler d'action individuelle, mais il y a quand même une réalité qui est que notre alimentation, notre assiette, c'est quand même une première façon de voter, une première façon de décider le système dans lequel on veut être. Et puis on dit souvent qu'on est ce qu'on mange. Et on est ce qu'on mange. Donc toutes les personnes qui ont la possibilité, et je parle pas de celles qui ne l'ont pas, mais toutes les personnes qui le peuvent, et il y en a qui le peuvent et qui ne le font pas, déjà c'est de manger beaucoup plus brut, de recuisiner, de manger plus végétal, vraiment de réduire les niveaux de consommation de viande drastiquement, et de se tourner vers des aliments de qualité et bio, de soutenir l'agriculture biologique. Il y a une grande défiance aujourd'hui envers le bio, alors qu'en fait, le bio, c'est pas parfait. Mais c'est tellement mieux que le conventionnel. Mais vraiment tellement mieux. Et il y a beaucoup de contrôles et des garanties sur ça. Il y a beaucoup moins de fraude dans le bio que dans les produits français ou locaux, par exemple. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui va commenter en disant ça coûte trop cher? Et ça coûte trop cher. Et alors, par contre, voilà. Et donc, maintenant, il y a la question du prix. Donc, moi, ce que je rêve qu'on fasse, c'est qu'on puisse s'organiser collectivement et politiquement et qu'on aille militer. Alors, il peut y avoir celles et ceux qui veulent s'impliquer localement, par exemple, en créant des AMAP, Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, ou des épiceries solidaires. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a plein de solutions pour qu'il y ait de la solidarité financière et qu'il n'y ait pas seulement les plus riches qui puissent bien manger. Parce que le bio, oui, ça coûte plus cher à produire. Mais ça coûte plus cher à produire, mais en réalité, c'est pas juste ça qui va faire le prix final. Ce qui fait le prix final, c'est aussi les marges de la grande distribution. Aujourd'hui, les 3/4 des fruits et légumes, ils sont vendus en grande distribution. Tout ce qui est bio, en fait, la grande distribution, en France notamment, elle s'applique un pourcentage sur les produits. Sauf que mettre en rayon une carotte bio, ça coûte pas plus cher, c'est pas plus difficile que de mettre en rayon une carotte conventionnelle. A priori, tout va bien.
Mais comme la carotte bio coûte plus cher à produire à la base, la marge qu'ils se font, le pourcentage est plus élevé. Et à la fin, le produit final est plus élevé. Et on l'a bien vu, là, il y a eu plein d'enquêtes de journalistes qui ont montré qu'en fait, il y a des acteurs de la grande distribution et de l'agro-industrie qui, plutôt que de répercuter l'inflation et uniquement l'inflation, vont augmenter les prix de façon abusive. Et à la fin, les gens se retrouvent avec des produits bio qui sont beaucoup trop chers. Et c'est pas normal. Donc en fait, on a besoin de peser sur nos représentants politiques pour qu'il y ait un encadrement des marges de la grande distribution et faire en sorte que les produits bio soient le plus accessibles possible pour tout le monde. Enfin, pas le plus accessible, pour qu'ils soient accessibles pour tout le monde. Parce que oui, aujourd'hui, tout le monde ne peut pas s'acheter bio, ne peut pas s'acheter du bio. Par contre, moi, j'ai pas envie de croire non plus que les personnes les moins aisées ne peuvent pas bien manger. Parce qu'en fait, ce serait mépriser toutes celles qui font des efforts et qui en fait mangent super bien. Et il y en a qui cuisinent, qui prennent du temps pour ça, parce qu'elles aiment ça, parce que dans leur culture c'est important, et qui en fait, naturellement, sans qu'on leur ait dit quoi faire, en fait, ont cette intelligence-là. Donc j'ai aussi envie d'honorer toutes les personnes qui n'ont pas les moyens, qui font les choses bien et qui se battent pour ça. Et maintenant, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est s'organiser politiquement. Il y a les élections qui arrivent, les élections européennes. Après, il y aura les élections municipales, les élections nationales. Ça, c'est des moments où on peut faire basculer le système dans lequel on est. Après, je sais, il y a plein de gens qui y croient plus, et je respecte ceux qui y croient plus parce qu'honnêtement, vu tout ce qui s'est passé, c'est bien compréhensible. Mais pour tous ceux qui croient plus à ça, il y a aussi l'échelle locale. Sur les municipales, par exemple, on peut s'impliquer. On peut faire peser, on peut peser sur la municipalité. Et aujourd'hui, je sais pas comment c'est en Belgique, mais par exemple, en France, ce sont les municipalités qui s'occupent des cantines scolaires, de primaire. Ça, c'est une façon aussi de jouer sur l'alimentation. Et pour le coup, quand on améliore les cantines scolaires, c'est pour tous les enfants. Quelle que soit la classe sociale, l'origine, ce que vous voulez. Donc c'est une mesure qui en fait est super pour tout le monde. Donc ça, il faut qu'on pousse pour avoir des mairies qui font les choses bien, voire s'impliquer dans les mairies. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une tendance profondément individualiste de gens qui sont en mode « Non mais moi je suis occupée, je fais beaucoup de choses, j'ai pas le temps de m'impliquer. » Alors, il y en a qui sont économiquement étranglés et qui font que travailler, qui n'ont pas le choix, c'est vrai. Mais il y en a aussi qui juste ont la flemme. C'est une réalité. Il y en a qui ont la flemme, il y en a qui sont là, mais c'est fatigant, c'est dur de s'organiser. Mais c'est une réalité que c'est dur de s'organiser. Oui, en fait, s'organiser, faire la démocratie, c'est difficile. En fait, c'est galère, se comprendre, se mettre d'accord. En fait, c'est galère, ça prend du temps et ça prend l'énergie. Mais à un moment donné, si on reprend pas ça en main, en tout cas, les personnes qui le peuvent, si elles ne le reprennent pas en main, ça va être compliqué et on va continuer de déléguer notre alimentation à l'agro-industrie. Donc, on a besoin de s'organiser. Et puis, on a quand même besoin de créer de la solidarité pour que celles et ceux qui n'arrivent pas à faire ça, pour plein de raisons, de santé, de finances ou quoi, qu'elles puissent aussi bénéficier de cette solidarité-là. Et ensuite, on a besoin de stopper les grands projets destructeurs. Aujourd'hui, en Europe, on a quand même une artificialisation des terres monstrueuse. On a beaucoup de terres agricoles et de terres naturelles qui sont bétonnées pour faire des bâtiments, pour faire des entrepôts Amazon, pour faire des supermarchés. En fait, c'est plus possible. En fait, on n'a plus le temps là. On n'a plus le temps. En fait, l'heure, elle est gravissime. La situation, elle est dramatique pour les écosystèmes, pour notre santé. On a besoin de sols sains, on a besoin de nos terres. Et donc ça, on a besoin de se battre contre ces projets destructeurs. Et alors, je dis pas à tout le monde d'aller se frotter au CRS, ou aux policiers. Et Dieu sait que la dérive autoritaire de l'État est quand même sur une pente de plus en plus glissante. Mais il y a plein de moyens d'aider à lutter contre les projets destructeurs. Et là encore, c'est une implication locale. C'est aller dans les associations, c'est soutenir, c'est empêcher qu'il y ait une autoroute, qu'il y ait un entrepôt Amazon ou quoi. Donc voilà, il y a tout ça. Et ensuite, il y a aussi plein de personnes, et j'ai envie de le souligner, qui s'organisent pour mettre en place un système de type sécurité sociale de l'alimentation. Je sais pas si tu connais. Si, c'est. T'as entendu parler ? Oui, récemment ils ont fait d'ailleurs une action aussi avec soupe tomate sur les œuvres d'art. C'est le réseau Action. Ça, c'est Riposte Alimentaire. C'est Riposte Alimentaire, ouais, c'est ça. C'est eux dont tu parles ? Alors eux, ils se sont mis très récemment. Il y a quelques mois, ils ont décidé de se lancer sur ce sujet. Mais en fait, la sécurité sociale de l'alimentation, elle a été lancée par Réseau Salariat, Ingénieurs sans frontières. Elle est beaucoup portée par la Confédération paysanne, un syndicat agricole plutôt à gauche, voire très à gauche français. Et donc, ça consiste en une chose très simple, finalement, c'est de se baser sur le modèle de sécurité sociale. Mais pas la sécu telle qu'on la connaît aujourd'hui. La sécu telle qu'elle était à ses débuts. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y ait un système de cotisation universelle. Donc, tu cotises 150 euros tu cotises X euros par mois. Donc, si t'as plein d'argent, tu vas cotiser 150 euros. Si t'as pas d'argent, tu vas cotiser 2 euros ou rien. Et en fonction de tes moyens, tu cotiseras plus ou moins. Et ensuite, tout le monde va recevoir comme une carte vitale de sécu,
mais va recevoir une carte vitale de l'alimentation sur lesquelles seraient crédités, par exemple, 150 € par mois. Et bien ensuite, l'idée c'est que au niveau local, on se met ensemble, toi, moi, nos voisins, on se met tous ensemble et on décide quel produit on peut acheter avec cette carte. Voilà. Et donc c'est personne qui va nous dire il faut que ce soit bio, il faut que ce soit végé. Non. En fait, ensemble, on va décider, nous, autour de nous, qu'est-ce qui fait sens. Est-ce que c'est le travail de ces boulangers ou de ces boulangères? Est-ce que c'est toutes les épiceries bio? Est-ce que c'est qu'on peut acheter tout ce qu'on veut tant que c'est végétal et de saison? Voilà, je dis n'importe quoi, je sais pas. Mais en tout cas, ce sera décidé démocratiquement et localement. Et donc, il y en a qui sont déjà en train de mettre en place ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. À Montpellier, à Toulouse, il y a plein de villes en France qui le font. Une coopérative, en quelque sorte. Alors, c'est pas une coopérative, c'est une organisation démocratique. D'accord. Avec les gens qui mettent de l'argent. Décentralisé, avec aussi un niveau national. Parce que l'idéal, ce serait que cette sécurité sociale soit mise en place au niveau national. Mais que cet argent arrive non pas dans un BNP Paribas, non pas dans un crédit agricole. Voilà. Non, ça va aux gens. Ça va aux gens. En fait, c'est comme la sécu à la base. À la base, la sécurité sociale, elle était pilotée par les salariés. Elle n'était pas pilotée par les patrons. Et puis après, ça a dérivé, en fait. Quand l'État a commencé à voir la puissance que ça prenait, ils ont changé les règles. Et finalement, le patronat a repris la main. Mais c'était pas ça à l'origine. C'était des caisses de sécu locales. Et ça, c'est en cours, c'est en train de se lancer, tout ça, là, ouais. Ah, mais tout ça, ça fait quelques années, ça y est, et ça prend. Et en fait, il y a de plus en plus de territoires qui le font. Il y a des scientifiques qui l'étudient. Il y a des étudiants qui sont à fond. Il y a plein d'assauts locales. Par contre, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend l'énergie. Et à Montpellier, il y a beaucoup de facilitateurs et de facilitatrices qui permettent de prendre les décisions. Parce que prendre les décisions, en fait, faire de la démocratie locale, c'est pas facile. En fait, ça s'apprend. C'est pas facile. Il faut des gens pour encadrer, enfin, pour faciliter les prises de décision. Je me répète. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que dans ces modèles-là, tout le monde est impliqué. C'est pas les plus riches qui décident pour les plus pauvres. Tout le monde est impliqué, tout le monde a son mot à dire et décide ensemble de qu'est-ce qu'ils vont manger. Et en même temps, il y a de la solidarité. Et ça évite de stigmatiser les plus précaires. Parce que si on prenait, par exemple, des chèques alimentaires pour que les plus précaires puissent manger du bio ou ce qu'ils veulent, en fait, il y aura encore une stigmatisation parce que la personne sans argent, elle irait avec son chèque. Donc, c'est pas cool, en fait. C'est pas cool, nous. Enfin, en tout cas, moi, ce que je rêve, c'est qu'il y ait un système où il n'y ait pas de stigmatisation. Mais c'est génial parce que t'as des gens qui sont quand même extrêmement friqués, très riches, et souvent, il y a un peu un cliché de dire, mais le riche, il s'en fout, il est dans sa tour d'ivoire, alors que c'est faux. Il y a quand même, alors, il y a les riches de Bernard Arnault, et puis t'as les autres personnes qui ont du patrimoine, et qui veulent faire des choses le plus positivement possible. D'ailleurs, je remercie, parce que il y a des gens qui m'étonnent, hein. Tu sais qu'il y a des personnes qui nous envoient des Tipeee, je m'y attends pas, des 500 €, 350 €, 1000 € à un moment donné, merci du fond du cœur. Il y en a qui vont certainement se reconnaître là-dedans, qui sont très fidèles à la chaîne, et qui, je pense, sont des personnes très aisées et qui nous aident. Et vous imaginez pas combien ça nous permet d'avoir aussi 2 salariés sur la limite. Moi, et une autre personne, 2 salariés et demi. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que si quelqu'un se dit, bon, bah, moi, je vais filer toutes mes rentes dans cette caisse alimentaire, et de mettre, par exemple, 3000 € par mois, mais en fait, il nourrit, de l'autre côté, 20 personnes, quoi. Oui. C'est immense. Donc, juste la satisfaction de te dire, cet argent-là, au lieu que c'est de l'argent que j'investisse, qui va me permettre de regagner de l'argent plus tard, parce que c'est un peu ce schéma de raisonnement dans lequel on est. Non, là, tu sais que ça va aider des personnes qui sont véritablement dans le besoin. Changement culturel pour ça aussi, hein, beaucoup, hein. Il va falloir qu'on s'éduque, que vous partagez cette chaîne, notamment cette vidéo. Oui, j'aime bien, en une phrase, mais j'aime bien que tu rappelles qu'en fait, tout le monde peut agir à son niveau. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui font des choses incroyables. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui l'utilisent à bon escient. Et en fait, là, vu ce qui se passe, on va avoir besoin de tout le monde. Ouais, partout. Tout le monde d'abord. Donc j'ai bien envie de le rappeler aussi. Laure, c'était incroyable. Merci. C'était super complet. Je rappelle le livre « Les frites viennent des patates ». D'ailleurs, faites le test, hein, si jamais vous avez des enfants dans votre entourage. Demandez-leur quand ils sont en bas âge, hein, genre, je sais pas, 8 ans. Tiens, d'après toi, les frites, elles viennent d'où? Après, je pense que les gens qui regardent notre chaîne, a priori, je crois que leurs enfants savent. Mais on ne sait jamais, faites le test, ça peut être très drôle. Laure, quel dernier petit conseil, vraiment, si t'as une petite phrase à vouloir balancer, éventuellement ton livre, ça c'est sûr et certain, mais que t'as envie de dire pour conclure cette vidéo? Non, j'ai envie de dire que là, on a besoin de tout le monde. En fait, c'est d'y aller, se retrousser les manches. Et j'ai envie de rappeler qu'en fait, dans l'action, on trouve beaucoup de joie. En fait, dans le faire ensemble, on sort de l'individualisme, on retrouve du plaisir. Et en fait, ça, c'est hyper important parce qu'on est quand même dans des pays où il y a de plus en plus de dépression. La consommation d'antidépresseurs est quand même hyper élevée, de plus en plus élevée. Et donc, en fait, pour moi, ce changement de modèle agricole et alimentaire, c'est un changement de société, mais qui va vers quelque chose de beaucoup plus joyeux.
Et dans les années sombres qui arrivent, on va avoir besoin de ça. Merci Laure. Porte-toi bien. Likez, commentez, abonnez-vous et surtout commentez toutes les initiatives locales dont vous avez connaissance et vous êtes peut-être acteur. On a aussi besoin entre nous de pouvoir voir peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et qui vont se dire « Ah mais tiens, il y a quelque chose dans les commentaires qui est près de chez moi, je vais y aller ». Faites-vous vraiment plaisir avec ça. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Limite. Ciao tout le monde.